Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale. Ce nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Martin Milolo, coordonnateur du Forum citoyen. Il est avocat et initiateur de la campagne citoyenne pour la défense de la Constitution. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans B7. Maître, bienvenue. Merci Daniel et merci à Congo Belge qui est notre maison et merci aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et en tout cas, encore une fois, merci pour l'invitation. Jean-Pierre Mbemba dit oui à la révision et non au changement de la Constitution. Et puis, corridor des Lobito, ses impacts sociaux, économiques sur la RDC, agression rwandaise, qu'attendre de la tripartite des Luanda, et puis l'opposition unanime contre les changements constitutionnels. C'est le point qui font l'objet de notre échange ce matin. Maître Martin, Jean-Pierre Mbemba est enfin, il a donné son point de vue par rapport à la Constitution ou la démarche entamée par Félix Tshisekedi. Quelle est votre analyse? Oui, bon, en fait, Jean-Pierre Mbemba, c'est l'un des lieutenants du président Tshisekedi dans les cadres de l'Union sacrée, parce que c'est un des membres du présidium. Et donc, il y a en tout cas, il semble qu'il y a une ligne de communication qui a été donnée, ou une décision allant dans le sens que tous les membres de l'Union sacrée doivent se prononcer pour donner clairement leur position par rapport à l'orientation prise par le président de la République sur le changement ou la révision de la Constitution, même si le président, lui, a plus penché dans ses communications du côté du changement de la Constitution. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut placer l'intervention de Jean-Pierre Mbemba. Et donc, il s'est donné l'occasion de pouvoir se prononcer. Et donc, pour clarifier sa position. Mais là, il y a un problème. La petite question, c'est que ces propos s'opposent à la position de l'UDPS. Effectivement, vous avez bien vu comme moi, parce que là, nous sommes en face d'une famille politique, d'une majorité présidentielle qui est au pouvoir. Et donc, qui est en train de mettre en place les mécanismes de conservation de pouvoir, notamment à travers le tripartite de la Constitution, révision ou changement. Mais le problème, là où ça pose un problème, et c'est là l'indice qui montre qu'il y a un problème, même au niveau de la gouvernance. Parce que comment comprendre que vous êtes dans une famille, mais il y a des discours divergents. On pouvait comprendre lorsque Willy Michiki peut parler pour dire qu'il est contre la révision, et on pouvait dire non, voilà, ça sont des éléments incontrôlables. Mais là, c'est Jean-Pierre Mbemba quand même, l'un des membres cofondateurs de l'Union sacrée, et donc ça pose un problème. Nous avons un discours divergent entre, d'une part, Jean-Pierre Mbemba et Augustin Kabouya, mais Augustin Kabouya met en place, au fait, donne corps aux orientations du président de la République. N'oubliez pas que Augustin Kabouya est le secrétaire général, même s'il y a Bizoubungo quelque part, mais il est de l'UDPS. Et donc l'UDPS, le parti du chef de l'État, et le chef de l'État penche plus du côté de du changement que de la révision. Et donc là, vous avez Jean-Pierre Mbemba qui a donné sa position, qui ne nous arrange pas, nous qui défendons la Constitution, mais une position qui est vraiment écœurante, parce que là, il se dresse vraiment contre le changement de la Constitution. Il n'est pas pour le changement. À quoi peut aboutir cette confusion observée? À quoi peut aboutir cette confusion observée jusqu'ici entre les membres de l'Union sacrée? Mais c'est l'éclatement de la majorité. C'est l'éclatement de la majorité, parce que là, l'UDPS n'entend pas parler de la révision. Ok. L'UDPS
penche pour le changement de la Constitution. Et là, vous avez Jean-Pierre Bemba, il y a aussi d'autres qui disent que si il doit y avoir quelque chose allant dans le sens de toucher à la Constitution, c'est la révision. Et il a raison. Il a raison parce que c'est la révision qui est autorisée par la Constitution. Nous, là où nous divergeons avec eux, c'est au niveau de l'opportunité de la révision de la Constitution. Mais la Constitution elle-même parle, au niveau de l'article du titre 8, de la révision de la Constitution. Et donc, il se met dans cette position-là. Mais, en tout cas, ça présage déjà que les jours à venir vont être vraiment pas bonnes pour la majorité présidentielle, parce que là, vous avez des décisions déjà qui s'adressent. Et donc... à qui incombe la responsabilité? Le président de la République et l'autorité de référence de cette famille politique, vous l'avez dit. Mais vous savez... Ça, c'est un avis d'observateur, parce que moi, je ne suis pas de la majorité, je ne suis pas dedans. Il s'observe que depuis un certain temps, il y a un problème de la conduite, de l'orientation dans le cadre de la discipline au sein de la majorité présidentielle. Souvenez-vous, lors de l'élection des 2 bureaux de 2 chambres du Parlement, lors de la mise en place des bureaux des assemblées provinciales, il y a eu des problèmes au niveau de la majorité. Et donc là, la responsabilité incombe au président de la République, en fait au chef de la majorité, parce que c'est lui qui est l'initiateur de l'union sacrée, de la majorité. Et donc là, il semble qu'il y a un problème de discipline au sein de la famille politique. Bon, on peut nous dire que non, voilà, le chef, c'est un démocrate et tout ça, mais dans toute démocratie, il y a toujours la discipline au sein d'une famille politique. Parce que s'il n'y a pas de discipline dans une famille politique, on va assister aux choses auxquelles nous sommes en train d'assister, où vous avez 2 membres du présidium de l'Union sacrée qui se contredisent. Vous avez le secrétaire Kabouya qui parle du changement, et vous avez Jean-Pierre Bemba qui parle de la révision. Et donc là... Il qualifie ça de la démocratie. Oui, mais en tout cas, la démocratie doit d'abord être au sein de la famille. Ce n'est pas en public qu'on va se... Parce que là, c'est du désordre. La démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu, avant de sortir toute communication publique, il faut qu'il y ait des discussions au sein de cette famille-là, qu'il y ait un débat. Et que chacun s'exprime, mais la parole publique qu'on sort au nom de cette famille politique-là doit être une parole cohérente, discutée et qui fait l'objet d'un consensus. Mais là, c'est à quoi nous assistons, c'est un désordre. Et donc, moi, je pense que Jean-Pierre Bemba sera le prochain allié dans notre campagne pour défendre la Constitution, parce qu'encore une fois, il n'a pas dit seulement, parlé que de la révision de la Constitution en s'opposant à Kabouya, mais il a aussi restauré une vérité historique. En disant que cette Constitution n'a pas été un dictat quelque part. Et là, encore une fois, il contredit le président de la République, parce que le président et d'autres membres de la même famille politique disent que voilà, cette constitution a été une constitution imposée, donnée quelque part, mais il vous dit que ça n'a jamais été. La vidéo existe, en tout cas, chacun peut la consulter. En tout cas, il confirme que ils avaient leurs délégués, ils avaient des conseillers qui étaient des expatriés qui pouvaient leur donner avis, quoi que ce soit. Mais, en tout cas, la dernière décision est revenue donc, aux Congolais et donc au Sénat, assisté par le groupe d'experts. Et donc, c'est pour confirmer aussi ce que nous disions, que cette constitution, c'est une constitution congolaise. Dès lors que le peuple congolais l'a adoptée au référendum, on ne peut pas parler d'une constitution internationale. C'est craché sur les 85% de Congolais
qui se sont prononcés en faveur de cette constitution. Il y a ceux qui constitution. pensent que Jean-Pierre Bemba a minimisé l'opposition tout en mettant en garde certains leaders de l'opposition. Est-ce que vous avez prédit ici que vous avez prédit l'éclatement à venir de l'union sacrée? Comment vous avez jugé cette position de Jean-Pierre Bemba à l'égard de l'opposition? Bon, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que Jean-Pierre Bemba, c'est avant tout un acteur politique. Tout ce qu'il fait, il le fait en fonction de calculs et de ses intérêts politiques. Ça veut dire que même s'il est à l'Union sacrée aujourd'hui, c'est en fonction des intérêts de son parti, le MLC, et en tout cas de lui-même en tant qu'acteur politique. Maintenant, les discours menaçants, moi je les désapprouve parce que qu'ils viennent de lui ou de qui que ce soit, en tout cas je les désapprouve. Encore que Jean-Pierre Bemba a été vice-président de ce pays. C'est quand même un acteur important dont la parole compte. Okay. Et donc, on ne peut pas s'adresser aux Congolais qui divergent sur le point de vue de votre famille politique en les traitant de n'importe quelle des manières, tout en sachant que la parole d'un leader politique a des conséquences. Cette parole peut être ramassée par certains éléments incontrôlables et poser des actes au nom de cette parole-là sans qu'on ait été l'auteur. Encore que Jean-Pierre Bemba a passé plusieurs années à la CPI pour juste répondre de la responsabilité intellectuelle de troupes du MLC qui ont posé des actes, parfois qui n'étaient pas des actes résultant d'une décision que lui-même Jean-Pierre Bemba aurait donnée. Et donc ce sont des choses qui peuvent aussi conduire aux mêmes conséquences. Et moi, je désapprouve ça parce que la République démocratique du Congo, c'est un État démocratique qui suppose qu'il faut que chacun a droit à la parole dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Et on ne peut pas menacer les opposants parce que lui-même a été opposant et il peut aussi devenir opposant parce qu'avec l'allure qu'il a pris sur la question de la Constitution. Et donc, cette question-là de la Constitution, c'est une question qui va redistribuer les cartes. Okay. C'est une question qui va reconfigurer la majorité. Il y a des opposants aujourd'hui qui seront de la majorité demain et c'est de la majorité d'aujourd'hui qui seront des opposants demain. Tout dépend de la manière dont vous vous positionnez et tel qu'il s'est positionné. Je pense qu'il est le prochain à rejoindre l'opposition ou en fait, parce qu'il est politicien, je parle en termes d'opposition, mais il est le prochain à rejoindre l'axe de la défense de la Constitution parce que il a parlé de la révision de la Constitution, ce qui suppose que si nous restons dans le cadre de la révision, il y a certaines matières qu'on ne peut pas réviser, qui sont exclues et ça, c'est un pas en avant. Pour moi, j'accueille son message-là en tout cas 60% de la bonne manière parce que là, il nous avance un peu par rapport aux autres. Maintenant, nous attendons que le président Kamere clarifie sa position et que le président Bahati, même s'il nous a déjà donné le signal pour dire que le problème du Congo, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Il a dit que les cadres n'étaient pas... Oui, mais la parole d'un politique doit toujours être analysée au propre comme au figuré. Très bien. Et donc, en tout cas, qu'il l'ait dit aux états généraux de la justice, mais c'est un politique. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. On prend juste une question par rapport au corridor de Lobito, ses impacts socio-économiques sur la RDC. Le président John Biden, président sortant des États-Unis d'Amérique, est en Afrique. Est-ce que le président de la République a fait son discours? Il a évoqué pour qu'il y ait un développement favorable par rapport à ces projets, il faut qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Votre lecture? Bon, deux choses. La première des choses, c'est que le président américain, c'est un président des États-Unis d'Amérique qui défend les intérêts des Américains. Le président américain au fait, il est dans la bonne guerre. Il est dans la défense, au fait, en train de faire en sorte que les États-Unis puissent concurrencer la Chine et dans une certaine mesure la Russie
sur le plan économique, mais en tout cas de manière plus claire, la Chine, en contournant ce qu'on appelle la voie de la soie, qui est vraiment une stratégie économique chinoise qui place aujourd'hui la Chine en première position en matière commerciale au niveau mondial et particulièrement en Afrique. Alors, la question des corridors de Lobito, c'est d'abord une question où chacun regarde ses intérêts. Okay. Pour nous, la République démocratique du Congo, c'est un projet stratégique. Mais c'est un projet qui demande des préalables. D'abord, nous devons avoir une vision sur ce projet-là. Okay. Ce n'est pas pour dire que voilà, le président Biden est venu, il nous parle de Lobito et nous devons nous embarquer. Nous, notre intérêt, c'est d'abord la valorisation de la question de la mise en valeur de nos minéraux stratégiques. Okay. Aujourd'hui, le transport de nos minéraux pour leur exportation pose problème. Nous dépensons beaucoup en termes de transport, d'équité de Katanga, de Kolwezi jusqu'à Mombasa ou à Dar es Salaam ou pour trouver d'autres ports, ainsi de suite. Mais ici, et tout en sachant que lorsque vous avez un transport qui passe par plusieurs pays, il y a une dimension internationale. Et aujourd'hui, avec les corridors de Lobito, nous avons la distance qui est écourtée et en tout cas, il y a une grande distance qui se termine au niveau de notre pays. Donc, c'est un projet qui est très important pour l'évacuation de nos minéraux. Mais le problème, là aussi, c'est que avec ce projet, nous ne devons pas continuer à exporter nos minéraux à l'état brut. Le président de la République l'a dit. Mais il y a des conséquences. Si nous devons mettre en valeur nos minéraux avant de les exporter, ça veut dire qu'il nous faut les transformer. Et pour les transformer, il nous faut l'accès à l'énergie. Et qui dit accès à l'énergie, dit des projets de grande envergure à l'image du Grand Inga qui doit être mis en place. Et donc, à ces sujets, moi je voudrais que, d'abord, premièrement, en tant que comme préalable, que le gouvernement congolais puisse, en tout cas, adopter une politique nationale claire sur le financement des infrastructures énergétiques. Ça veut dire que nous devons avoir un montage financier clair sur le financement du projet Grand Inga. Moi, je ne parle pas de Inga 3 parce que Grand Inga prend de Inga 3 jusqu'à Inga 8. Et donc, aujourd'hui, nous devons avoir la vision claire sur ce projet. Et ce projet, c'est un projet stratégique pour la République démocratique du Congo qui doit être réalisé, mais avec des normes qui respectent les droits des communautés et ainsi de suite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous devons nous-mêmes avoir une politique sur la gestion de nos minéraux stratégiques, de nos minéraux de transition, parce que ces minéraux deviennent de plus en plus demandés dans le cadre de la transition énergétique au niveau du monde. Et donc, nous devons avoir la gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces minéraux ne sont pas éternels. Ce sont des minéraux qui sont épuisables. Alors, nous devons avoir les stocks. D'abord, savoir nous avons combien de minéraux, de tonnes, parce que les chiffres qu'on nous donne là, c'est soit ce sont les estimations, et nous ne savons pas aujourd'hui avec la certitude combien de matières premières nous avons, parce que nous ne procédons pas à l'exploration, parce que pour déterminer les mines, il faut faire les explorations, identifier les mines, quelles mines se trouvent où, et donc il faut avoir ça. Tout ça doit être en tout cas configuré dans le cadre d'une politique nationale sur la gestion des minéraux de transition. Maintenant, il nous faut savoir que dans le cadre du projet de Lobito, quelle est la part qui revient à la République démocratique du Congo que nous devons assumer en tant qu'État, pas compter sur les États-Unis, l'Angola, parce que chacun cherche à protéger ses intérêts. Et dans ce projet, l'État stratégique, c'est donc la République démocratique du Congo. Et donc, nous devons être vraiment plus regardants.
nous donner les moyens de notre politique, afin que lorsque nous participons à ces projets-là, que nous ne puissions pas être comme des figurants, mais que nous puissions être vraiment comme des véritables acteurs. Parce que, n'oubliez pas, la Zambie a déjà commencé la fabrication des entrants pour fabriquer les batteries, pendant que nous, on est en train de parler des changements ou de la révision de la Constitution. Merci beaucoup, Maître Martin Milolo, pour les préalables. Vous l'avez insisté, il ne faut pas s'embarquer sans pour autant voir le futur. Alors, nous prenons la première question. Alors, agression rwandaise, qu'attendre de la tripartite de Luanda? Faut-il encore croire au processus de Luanda, maître? Oui et non. Bon, oui, parce que il faut savoir que la diplomatie est toujours importante. Même au niveau de l'Ukraine et de la Russie, il y a toujours un courroie diplomatique qui fonctionne quelque part. Même dans le cadre d'Israël avec la bande de Gaza, il y a toujours un courroie diplomatique qui marche toujours. Donc, il faut toujours activer ces leviers diplomatiques pour, en tout cas, mettre le Rwanda devant ses responsabilités et devant tout le monde pour les démasquer, parce que le Rwanda a toujours nié qu'il n'est pas en République démocratique du Congo, mais avec le processus de Luanda. Et donc, d'abord, le Rwanda reconnaît sa responsabilité et son intervention en République démocratique du Congo, même s'il ne le dit pas, il le reconnaît quand même de manière implicite que il cause le problème, les troubles sur notre territoire. Et non, pourquoi? Parce que jusque-là, sur terrain, on ne voit pas ce que nous posons concrètement. Parce que le Rwanda avance. Le Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est le M23 plus l'armée rwandaise, l'RDF. Mais sur le terrain, elles sont en train d'avancer. Donc l'impact du processus, sur terrain, il n'y a pas? L'impact du processus sur le terrain, il y a quoi? Il y a quoi? Parce que le cessez-le-feu, c'est nous seuls qui observons le cessez-le-feu. Le Rwanda est en train de continuer avec les M23, l'AFC, des Nanga, tout ça. Ils sont en train d'avancer. Vous avez suivi qu'ils cherchent à récupérer Lubero, et ils ont aussi fait un communiqué qu'ils cherchent à prendre Goma. Et donc, vous voyez que sur le terrain, et donc, ce processus-là ne nous aide pas. Est-ce que c'est une façon de nous distraire pour, en tout cas, faire avancer les pions rwandais? En tout cas, quelle que soit la configuration, en tout cas, on est aujourd'hui obligé pour passer par là. Parce que sur le terrain, vous savez... La diplomatie marche avec la force, avec ce que vous représentez. Sur la table de négociation, c'est ce que vous êtes sur le terrain qui compte. Et donc, vous n'irez pas dans la diplomatie en position de faiblesse. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une position qui permet à ce que le Rwanda soit dans ce que... Nous demandons que les troupes rwandaises sont sur notre sol. Et en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant, nous avons l'obligation de pouvoir défendre notre territoire. C'est ça ce que dit la Constitution. C'est ça le serment de nos troupes. Et donc, sécuriser l'intégrité de notre territoire. On ne peut pas négocier pendant que nous avons les troupes étrangères sur notre sol. Et ça déjà c'est un problème, et donc l'accepter c'est déjà un problème. Maintenant, si ce processus peut nous aider à ce que le Rwanda se retire, il faut qu'il puisse se retirer. Et donc il faut aussi que les médiateurs puissent accompagner leur médiation des moyens, des moyens offensifs, concret. C'était ça d'ailleurs ma question. Que faut-il attendre encore dans ces cas de la médiation angolaise apparemment? Est-ce que Lorenzo a échoué? Bon, Lorenzo est en train de jouer
au chaud et au froid, parce que, vous savez, dans cette médiation ici, nous avions des médiations. On avait la médiation kenyane, dont on a vu que le médiateur a pris position pour le Rwanda, clairement. Le processus de Nairobi, on n'en parle plus. Et aujourd'hui, avec le processus de Luanda, c'était prévu qu'il y ait les mécanismes de vérification sur le terrain, où l'Angola, en tout cas, devrait mobiliser ses troupes pour faire la vérification du respect de cessez-le-feu par toutes les parties en conflit. Cette mission, où ces troupes angolaises n'ont jamais été déployées sur le terrain. À la place, l'armée et le Parlement angolais a bloqué cette mission de pouvoir se déployer. Et donc, nous avons la médiation, mais une médiation qui n'a pas les moyens efficaces pour faire appliquer les résolutions de la médiation. Et donc là, ça pose vraiment un problème pour voir comment accompagner, même si aujourd'hui, il y a un accord où le président Tshisekedi a signé et Paul Kagame a signé, qui garantit l'exécution de cet accord? Qui dit que cet accord pourra être respecté par le Rwanda, qui ne comprend que le langage de la force? Parce que le Rwanda, partout il se retrouve. Aujourd'hui, regardez ce que ces troupes sont en train de commettre au Mozambique. Et les massacres des gens et tout ça, ainsi de suite. Et donc, le Rwanda ne comprend que le langage de la force. Il faut donc faire pression sur le Rwanda à travers les moyens conséquents que le médiateur doit se donner pour faire avancer les choses. Sinon, ça sera de tourner en rond. Et nous, en tant que peuple congolais, parce que ce sont les Congolais qui meurent, ce ne sont pas les Rwandais qui meurent, ce sont les Congolais qui meurent. Donc, à un certain moment, on va demander à ce que qu'est-ce qui empêche notre armée de pouvoir récupérer notre territoire? Qu'est-ce qui empêche notre armée de récupérer Rutshuru, de récupérer Bunagana et de récupérer toutes ces localités? Parce que nous sommes chez nous. On ne peut pas avoir un voleur chez nous et puis nous demander de négocier avec un voleur qui se trouve sur notre zone. Le prétexte évoqué par le Rwanda, d'FDLR, il faudrait d'un document stratégique pour mettre fin. Est-ce que c'est à Libye? Tiens, vous savez que, au moins sur ce point-là, je suis d'accord avec le propos du président Tshisekedi. Je suis d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit, et c'est vrai que l'FDLR d'aujourd'hui, vous savez combien d'opérations nous avons eu pour éliminer l'FDLR? Nous avons eu Umoja Wetu, nous avons eu les opérations conjointes, les opérations à Mani, tout ça, toutes les opérations où, à l'époque du président Kabila, il y a eu les opérations conjointes, comme c'est que l'armée congolaise est en train de faire aujourd'hui avec l'armée ougandaise contre les ADF. Et donc, on a eu ces opérations-là où le Rwanda a vu qu'il n'y avait absolument rien. Maintenant, comme il n'y avait pas donc ces FDLR là, le Rwanda est en train de se fabriquer les FDLR qui les recycle au Rwanda et renvoie en République démocratique du Congo pour maintenir sa stratégie d'occupation du Congo et de pillage des ressources naturelles au nom de cette voie. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec le président de la République que l'FDLR d'aujourd'hui, c'est une fabrication du Rwanda. Il n'existe pas d'FDLR en République démocratique du Congo. Et donc, ces groupes-là, c'est un groupe qui n'existe pas, mais c'est dont on peut désigner comme FDLR aujourd'hui, c'est une fabrication du Rwanda qui justifie son agression. Mais le dire comme ça ne suffit pas. Moi, je peux dire ça comme citoyen, mais comme président de la République, lorsqu'on a cette conclusion-là, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures pour dire... Alors, c'est clair que le FDLR, c'est une stratagème et il n'y a pas de FDLR chez nous, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas un territoire contrôlé par FDLR quelque part. Et donc,
le Rwanda doit plier bagage et rentrer chez lui, et degré ou de force. Dans des mots, je voudrais revenir sur ma question. Vous avez essayé un peu d'expliquer. Alors, quelles sont les véritables raisons du blocage? Est-ce que le blocage entre les deux, parce que nous avons suivi le président angolais qui accuse les deux acteurs, les deux Kinshasa. Bon, le Rwanda a accusé Kinshasa d'être à la base de ces blocages. Qu'est-ce qu'il faut pour trouver enfin la solution? Et quelle posture? Parce que le 15, le président de la République et Paul Kagame seront en face. Quelle attitude la RDC doit avoir? La RDC doit demander au Rwanda de quitter les territoires congolais. En tout cas, sur ce point-là, la RDC n'a rien à devoir au Rwanda. Parce que la RDC n'a aucune troupe. Maître, s'il vous plaît. Le Rwanda se sent menacé, selon le gouvernement rwandais. La RDC soutiendrait les FDLR pour renverser le régime de Kagame. Sur cette question-là, je pense que ne peuvent croire à ces mensonges que les derniers nés du régime de Paul Kagame. Vous savez, le régime de Paul Kagame, c'est un régime basé sur les mensonges. Okay. Vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu officiellement l'admission de la thèse d'une double génocide, même s'il y a eu double génocide au Rwanda. Le régime de Paul Kagame est basé sur les mensonges. Alors, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est que le Rwanda ne veut pas, en tout cas, reconnaître sa responsabilité, que c'est lui qui est venu au Congo pour poser des problèmes et qu'il n'y a pas... Il parle que, voilà, il y a cette menace-là depuis combien de temps? Et la menace, c'est à quel niveau? Cette menace-là part d'où pour quitter où? Parce que nous sommes sur le territoire. Il faut que le Rwanda nous dise, bon, voilà, vous avez les FDLR ici, vous avez les FDLR là-bas, vous avez les... Nous qui sommes chez nous, nous vous disons qu'il n'y a pas d'FDLR qui attaquerait le Rwanda. Et aujourd'hui, l'armée rwandaise, avec tous les moyens qu'il reçoit de l'Union européenne, de ceci, ainsi de suite, c'est une armée qui n'a pas non, ça c'est faux, c'est juste de la diplomatie. Mais ici, vous ne pouvez pas, l'Union européenne ne peut pas accepter qu'un pays puisse, ou une organisation puisse financer l'armée russe pour agresser l'Ukraine et ainsi de suite. Alors que l'Union européenne, en finançant l'armée rwandaise, sait que cet argent va servir à l'agression en République démocratique du Congo. Vous avez parlé du blocage. Et donc, au niveau du blocage, c'est le Rwanda qui bloque, parce que accepter de résoudre ce problème-là, c'est couper une partie du PIB du Rwanda, parce que le Rwanda tire le profit, notamment des minéraux. Aujourd'hui, le Rwanda est classé parmi les premiers exportateurs de l'or, de ceci, qui n'a pas sur son sol. Et donc, accepter de finir ces problèmes, et donc, c'est comme accepter de pouvoir se couper la tête. Je vais vous donner l'anecdote. Vous savez, je suis avocat. Très bien. Il y a, et certains les avocats le savent, lorsque vous avez un dossier judiciaire qui vous avez fait longtemps, vous n'avez jamais eu ce dossier, mais lorsque vous avez un dossier que vous voyez que c'est un dossier qui vous donne quelque chose, c'est difficile de lâcher ce dossier-là. Vous multipliez toujours, non, voilà, vacations, voilà, ceci, ainsi de suite, pour toujours entretenir ce dossier-là, pour continuer à faire ce que le Rwanda est en train de vouloir faire. Le blocage, c'est au niveau du Rwanda. Maintenant, comment débloquer? Vous pensez que la responsabilité sur le blocage n'est pas partagée? Non, la responsabilité n'est pas partagée, parce que le Congo est chez lui. Le Congo est en train de défendre son territoire. Le problème que nous avons avec
la RDC, c'est que sur terrain, il faut qu'il y ait de l'offensive. Nous nous demandons que nous soyons à l'offensive pour bouter dehors ces gens-là Vous savez, le Rwanda a découragé même plusieurs pays de ne pas envoyer leurs troupes pour soutenir la RDC à reconquérir son territoire. Il a menacé. Et donc, voilà. La SADC. Oui, voilà. Et donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que le Rwanda a ce qu'il est en train de chercher sur... Et vous avez plusieurs stratagèmes. Si vous résolvez le fait qu'il y a une menace contre la sécurité du Rwanda, il va vous dire, demain, il va venir pour vous dire qu'il est le protecteur des Tutsis congolais. Demain, il viendra pour vous dire qu'il aura toujours quelque chose à dire. Voilà pourquoi il faut le mettre dehors, et le mettre dehors définitivement. Et donc, il nous faut, comment nous, plus de 100 millions de Congolais, nous ne pouvons pas nous donner les moyens de pouvoir résoudre ce problème. Et donc, nous tous, nous devons nous remettre en question. Mais maître, la posture que la RDC doit avoir à cette négociation pour... La posture que la RDC doit avoir, c'est une posture de fermeté. De dire que nous sommes chez nous, il n'y a pas de concession à faire. Parce que nous n'avons rien à vous devoir. FDLR, faux problème. Et le problème, si c'est, voilà, quel autre stratagème? En tout cas, la RDC doit être ferme. Maintenant, la RDC doit aussi poursuivre la défense pour démontrer que le Rwanda est sur le territoire congolais. Et si nous sommes d'accord que c'est ça la vérité, la charte de l'ONU qui proclame la non-ingérence dans les affaires internes, la non-agression, tout ça, les statuts de l'Union africaine, tout ça, si on considère que ça a été violé par le Rwanda doit être mis devant ses responsabilités. D'abord, en quittant les territoires congolais. 2, et en répondant devant ses responsabilités internationales. Ces organisations ou la communauté internationale, vous avez suivi beaucoup de communiqués sans effet. Oui, le problème aussi, hein, vous savez, moi je ne crois pas trop dans la diplomatie morale, ou dans la diplomatie de bonne volonté. Non, la bonne volonté n'existe pas. La diplomatie, c'est ce que vous valez, qui va vous conduire à ce qu'on vous respecte ou on ne vous respecte pas. Voilà pourquoi moi, je proposais par exemple que si nous avons des problèmes à gauche, à droite, nous avons plusieurs leviers sur lesquels on peut appuyer. On peut s'appuyer pour dire, bon voilà, par exemple, nous avons nos minéraux stratégiques. Pour mettre la main sur nos minéraux, il ne faut pas, par exemple, entretenir l'armée rwandaise pour qu'il puisse nous agresser. C'est que le président de la République toujours... alors, il a dit, okay. En tout cas, je n'ai jamais, entendu... Ce n'est pas cette volonté que Félix Tshisekedi avait montré à Paul Kagame. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. J'ai dit ceci. Que pour contrer le Rwanda, parce que là, le président était dans les accords de partenariat avec le Rwanda, tout ça. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis ceci. Je dis que nous pouvons utiliser nos matières premières comme un outil d'offensive diplomatique pour dire que tout pays, superpuissance, États-Unis, qui, si vous voulez avoir accès à nos minéraux, ne soutenez plus, il ne faut plus soutenir l'agression contre nous. Ou il faut nous aider à pouvoir résoudre ces problèmes. Nous avons la question sur le plan climatique. Moi, je viens de la COP 29. Et donc, la RDC est un pays stratégique sur le plan de l'environnement. On peut utiliser ces leviers-là pour dire, en tout cas, tous ceux qui veulent que nous puissions poursuivre dans cet élan de la conservation de nos biodiversités qui sont en train d'être saccagées par l'agression rwandaise et les groupes armés, aidez-nous à finir le problème et on va continuer. Et donc c'est un argument qui peut tenir. Et donc il y a plusieurs... batailles contre... ça ne peut pas nous retourner contre nous. Non. Ces gens-là pensent que oui, ils peuvent nous laisser. Non, mais ils vont nous laisser. Ils vont nous laisser parce qu'ils ont besoin du Congo. Vous savez qu'on les veille ou pas,
Pourquoi nous avons des problèmes? C'est parce que tout le monde a besoin du Congo. Très bien. Tout le monde a besoin du Congo et donc il faut que nous puissions utiliser plusieurs leviers, mais le levier principal reste notre armée que nous devons en tout cas soutenir pour qu'on puisse récupérer nos territoires. Vous reconnaissez quand même des avancées significatives dans ce côté-là, bien que l'armée n'ait subi que... Moi, je voudrais comprendre, maître, est-ce que ce qui rend notre armée un peu réticente par rapport à tout ce qu'il y a comme agression, ce n'est pas le processus de Luanda qui... Bon, c'est nous qui respectons à chaque fois les cessez-le-feu et ça profite à l'ennemi cette fois-ci. Oui, vous savez, je ne suis pas expert militaire, j'ai la connaissance limitée, on ne connaît pas tout. Vous savez, pour parler de la stratégie militaire, il y a des outils d'appréciation qui vous permettent de... Mais en tant que citoyen, en tant qu'observateur, moi je dis juste une chose. C'est que l'armée nationale a le monopole de la défense de l'intégrité territoriale sur notre territoire. Il faut que cette armée puisse faire son travail. S'il y a des politiciens qui donnent des ordres contradictoires ou je ne sais pas, qui font que l'action de l'armée puisse se ralentir, il faut qu'ils puissent cesser. Mais le problème, c'est que vous savez, dans cette armée, nous avons évoqué la question, même le président de la République lui-même l'a reconnu, le problème des magouilles. Vous savez, nous avons l'état de siège aujourd'hui. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a le problème des magouilles au sein de l'armée et tout ça. Mais ça, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre de manière isolée parce qu'il faut déterminer qui a détourné, qui a fait ça. Mais de manière globale, l'armée en tant que corps doit faire son travail. Son travail, c'est de défendre l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une question de repli stratégique de ceci, mais aussi c'est une armée nationale. Ça veut dire que c'est une armée qui agit conformément aux textes, aux documents internationaux, et ainsi de suite. Et donc, il faut que nous puissions respecter cela, mais aussi ne pas oublier que voilà l'intégrité de la population, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Changement de la constitution ou révision dans un contexte d'insécurité, maître Milolo, est-ce que la démarche de Luanda peut impacter cette question? Bon, je ne sais pas exactement comment on peut avoir les liens, mais toujours est-il que... La question est simple. Oui. Changement de la constitution ou révision dans un contexte d'insécurité. Oui, ça c'est un problème. Mais comme vous avez évoqué la question d'insécurité, curieusement, j'ai vu aussi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda évoquer la question de la révision de la Constitution, dire il est maintenant devenu voilà le défenseur des Congolais, tout ça. Non, j'ai dit non. Sur cette question-là, on n'a pas besoin d'aide. Nous-mêmes les Congolais, nous savons ce que nous voulons et nous savons défendre notre constitution. On ne va pas demander à ce que la constitution ne soit pas touchée parce que le Rwanda nous a dit de le faire. Non, c'est parce que c'est d'abord notre propre volonté. Moi j'ai commencé la campagne de la défense de la constitution. On n'a pas attendu que le Rwanda ou le ministre rwandais nous rappelle qu'il y avait une constitution, tout ça, ainsi de suite. Et donc, qu'il puisse cesser de ces choses-là. Même si nous avons des problèmes, même si nous critiquons le président Tshisekedi, c'est parce que c'est notre président. Nous avons le droit de le critiquer. Mais lui, nous l'interdisons de faire une appréciation sur notre président. Parce que ça nous concerne. Okay. C'est notre président. Mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est d'abord notre président. C'est lui qui est là. Et donc, on ne peut pas permettre à qui que ce soit de pouvoir le diminuer ou le faire quoi que ce soit. S'il y a des critiques, nous les faisons comme les linges sales se lavent en famille entre nous. Et donc, ce n'est pas à lui à dire au président Tshisekedi ce qu'il doit faire. Nous, en tant que peuple, nous pouvons lui dire que nous sommes contre le tripatouillage de la Constitution et nous sommes contre le changement, tout ça. Dans le contexte d'insécurité, vous l'avez bien dit, je l'ai toujours dit,
Vous avez le serpent dans la maison et vous voulez chercher à modifier les documents de la parcelle ou quoi. Finissons d'abord le problème que nous avons à l'Est. Finissons, nous avons plusieurs fronts. Le front social. Vous savez, aujourd'hui, on est en décembre. Vous savez combien de biens ont galopé sur le marché? Les Congolais sont en train de suffoquer avec les embouteillages, avec ainsi de suite. Et donc, nous avons le problème de l'agression. Finissons d'abord ce problème-là. La Constitution ne bloque absolument rien. Et comme je suis content que Jean-Pierre Bemba est revenu sur la révision de la Constitution, mais on dit, nous sommes pendant l'état de siège. On ne peut pas parler de la question de la révision de la Constitution pendant cet état de siège-là. Et donc, la question de la révision ou du changement de la Constitution va encore... Vous étiez en train de parler de l'état de siège. Oui. Qu'adviendra-t-il, vous êtes avocat, aux zones occupées par l'ennemi en cas du changement de la Constitution? Non, le Congo est un. Le Congo n'a pas n'est pas un serpent à plusieurs têtes. Très bien. D'abord, on ne peut pas accorder le crédit à un centre illégal de décision ou à celui qui occupe illégalement le territoire. Celui qui occupe aujourd'hui illégalement occupera toujours illégalement, ainsi de suite. Tu ne vas pas dire non, voilà, moi je défends la Constitution. D'abord, avant d'occuper, est-ce qu'il défendait la Constitution ou il faisait quoi? Et donc ça, c'est faux de dire que non, voilà, la rébellion va dire non. C'est un faux débat que non, voilà, Nanga peut s'autoproclamer président pour dire que non, c'est faux. Si vous vous autoproclamez président, vous allez finir comme vous avez commencé. Parce que quand vous aviez commencé, ce n'était pas un problème de dire que non, voilà, on change la Constitution ou pas. Ici, nous devons traiter la question dans sa globalité. Nous défendons la Constitution parce que c'est un pacte républicain. La Constitution, c'est notre socle. C'est le consensus après plusieurs années de transition, plusieurs années de querelles politiques. Et donc, cette Constitution, c'est un instrument que nous devons protéger. Et c'est la meilleure des constitutions depuis que la RDC l'a eu. Et donc, on ne peut pas justifier que non, j'occupe tel endroit à cause La Constitution doit être défendue, elle doit être protégée conformément aux mécanismes qu'elle nous donne pour la protéger, qui sont d'ailleurs des mécanismes efficaces. Merci beaucoup. Qui sont des mécanismes efficaces. Donc, non, en tout cas, il ne faut pas, parce que nous défendons la Constitution, qu'on puisse ramasser n'importe quoi. Non. Oh, il ne faut pas que quelqu'un fasse l'insurrection pour dire que non, voilà, je défends la Constitution. Non, c'est illégal. La Constitution l'interdit. Défendons la Constitution conformément à la Constitution. La sortie... Bon, l'opposition est dispersée. Vous avez suivi Martin Fayulu à l'étranger. Il dit, bien que chaque bloc est de son côté, vous militez également pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne touche pas à la Constitution. Est-ce que devant un Félix Tshisekedi uni, déterminé, est-ce que vous ne risquez pas de nous faire revivre 2016? Bon, vous savez... 2016 ou pas, lorsque on a protégé dialogue ou pas, ça concerne d'abord des politiciens. Ça concerne d'abord les politiciens. Oui. Et moi, je suis méfiant avec les politiciens, surtout les politiciens itinérants qui peuvent changer de gauche à droite, qui peuvent changer l'écharpe jaune du PPRD et ramasser l'écharpe bleue de l'Union sacrée facilement sans regretter. Les politiciens, je m'adresse à tous les politiciens. Ouais. Les politiciens ils ne sont pas le peuple. La Constitution a été adoptée par référendum par le peuple. Que l'opposition s'unisse ou pas, le peuple va défendre sa Constitution. C'est que les uns et les autres ignorent, c'est que la majorité ignore, c'est que l'opposition ignore, c'est qu'il y a le troisième acteur qui est silencieux,
que nous, on est en train de mobiliser sur le peuple. C'est lui qui va défendre sa constitution. Ce n'est pas les politiciens qui viendront ou je ne sais pas faire je ne sais pas quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire si ils ne veulent pas s'unir pour, en tout cas, mutualiser les forces. Ça, c'est leur problème. Ils savent ce qu'ils font. Mais nous, ici, nous leur disons, vouloir ou pas, le peuple va défendre sa constitution. Merci beaucoup, Maître Martin. Est-ce qu'il y a un mot que vous n'avez pas encore dit jusqu'ici? Nous avons fini. Oui, le mot, c'est de dire que le Congo est un patrimoine commun. C'est une république. Il faut que les gens sachent que les hommes passent, le pays reste. Nous devons, dans nos agissements, que ce soit au pouvoir, opposition, société civile, que partout où nous sommes, nous devons savoir que c'est le Congo qui compte. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre l'intérêt du Congo devant. Et si nous interpellons plus les gouvernants, parce que c'est eux qui ont la charge de la nation, c'est eux qui gèrent les impôts, l'argent public, ils doivent savoir que ce pays doit continuer à exister et qu'ils auront toujours la responsabilité devant la nation et devant l'histoire des actes qu'ils ont posés. Voilà pourquoi nous disons que la Constitution ne doit pas être tripatouillée. Les gens qui détournent, qui font à gauche, à droite, doivent subir la rigueur de la loi et les Congolais méritent de vivre en paix et dans la sécurité sur son pays parce qu'on n'a pas d'autre pays. C'est ce pays que nous avons. Nous devons le léguer aux générations futures comme les générations précédentes nous l'ont légué. Voilà notre combat, voilà notre message et tout en vous remerciant. Merci. Très sincèrement parce que on ne le dira jamais assez. Les médias, pas n'importe quel média, les médias citoyens comme Congo Buzz, comme les autres médias, mais aussi les journalistes qui font ce travail dans les conditions difficiles, même sans moyens, doivent être reconnus. Merci beaucoup. On parle souvent de l'appui à la presse, ainsi de suite. Donc, il faut remercier ce média-là. Et moi, je vous remercie. Merci. Je remercie Congo Buzz et toute l'équipe pour le travail citoyen que vous faites, sans quoi que ce soit. Et donc, vous êtes la République, vous êtes donc redevable. Et j'ai dit ici, moi, je ne viens pas demander le travail à qui que ce soit, mais nous défendons les causes de ceux qui défendent la cause de la nation. Et les médias comme le vôtre méritent à ce que la République puisse la reconnaître. Merci beaucoup, Maître Martin Milolo, coordonnateur du Forum citoyen, avocat, initiateur de la campagne citoyenne pour la défense de la Constitution. Alors, à vous, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.